Comment structurer son capital? Bonjour, bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast dans lequel on parle d'argent simplement et sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Nicolas, un expert en finances personnelles, un conseiller en gestion du patrimoine, et on va parler de différents sujets pour pouvoir t'aider à améliorer la structuration de ton capital pour à terme avoir beaucoup plus d'argent. J'espère que ce sujet te tente et t'intéresse. En tout cas, c'est parti, let's go! Bonjour Nicolas, bienvenue sur le podcast Vanessa Money Mindset. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu es donc un expert en finances personnelles et professionnelles et j'aimerais bien que tu puisses te présenter afin que ma communauté puisse te découvrir. Salut Vanessa pour le coup et merci pour l'invitation. Donc en fait effectivement j'ai un cabinet de gestion de patrimoine de manière générale, ça, c'est vraiment mon activité principale où en fait on est 4 au cabinet. Le cabinet s'appelle Stelka Conseil et en fait moi j'ai deux activités entre guillemets, vraiment l'activité du cabinet qui est la principale. Mais par contre, je publie beaucoup sur LinkedIn autour des finances perso, autour des finances professionnelles, mais aussi sur beaucoup de sujets, la fiscalité, la transmission, la structuration, la rémunération du dirigeant, enfin voilà, tout ce qui touche finalement un peu autour de la gestion de patrimoine. Et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je publie tous les jours sur LinkedIn. Et ça doit faire 6 ou 7 ans que je suis dans ce métier, je suis entre les 2 années là. Et que je pratique finalement le métier de gestion de patrimoine, mais de conseil plutôt en gestion de patrimoine. Voilà. Ok, aujourd'hui d'ailleurs, avec toi, on va parler de gestion de patrimoine. La première question que j'aimerais voir avec toi, c'est que en matière d'investissement, en général, pour optimiser son patrimoine, on conseille d'investir. Et en France, les gens aiment beaucoup la pierre. Et en fait, généralement, quand on investit dans l'immobilier, on se retrouve très vite bloqué à titre personnel par le taux d'endettement. Et du coup, les gens passent par des sociétés, ils utilisent des sociétés pour pouvoir continuer à investir. Et en général, il y a 2 types de sociétés dont on entend beaucoup parler. Il y a les SCI, les sociétés civiles immobilières, et il y a les SARL familiales ou même SAS pour le patrimoine. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ton avis sur ces 2 types de sociétés? Quelle société est conseillée plutôt pour quel type d'investissement? Est-ce que tu pourrais un peu partager tes idées sur le sujet? Ouais. Alors en fait, je vais commencer par la SARL de famille parce que c'est ce qui me paraît le plus simple. La SARL de famille, en fait, c'est simplement une structure commerciale, parce que la SARL, c'est une société commerciale, qui te permet d'être à l'impôt sur le revenu en respectant, du coup, une certaine lignée au niveau des associés. Donc, il faut que, tu vois, ça reste dans un cercle familial très proche. Cette structure, elle est idéale, par exemple, pour quelqu'un qui va avoir du revenu, qui veut structurer, on va dire, un peu son patrimoine au travers d'une structure parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes règles bancaires, notamment pour les emprunts, et qui va se faire, pour le coup, de la location meublée. Dans le sens où on va finalement avoir tous les bénéfices de la fiscalité quotidienne avec le jeu des amortissements, avec les charges déductibles, etc., comme une personne l'aurait en nom propre. Mais on va avoir aussi tous les bénéfices de tout ce qui va être impôt sur la plus-value au niveau de la revente. Si on reste en non professionnel, on reste sur la même plus-value. Et ça permet, à côté de ça, de pouvoir mécaniquement souvent un peu plus investir en fonction du projet, de comment c'est présenté, vu que les règles ne sont pas les mêmes, mais aussi de préparer sa transmission plus facilement. Parce que c'est plus facile finalement de transmettre des parts sociales que de transmettre un ou plusieurs biens, on va dire entre un ou plusieurs enfants. Donc ça. La société civile, quant à elle, on va dire qu'elle s'intègre plus facilement dans un schéma où on va avoir un chef d'entreprise qui va avoir une société d'exploitation qui va dégager du coup du bénéfice et des dividendes sur lequel on va pouvoir faire circuler les flux financiers pour aller finalement financer une partie ou toute ou partie d'un bien pour du développement, que ce soit un bien pro pour des locaux ou un bien plutôt locatif, avec, on va dire, tous les avantages de la transmission. Donc pour moi, ça n'a pas du tout les mêmes choses, alors qu'en SARL de famille, on ne peut pas adosser une holding, par exemple, en associer dessus, parce qu'une holding, tout simplement, c'est une personne morale à part entière qui n'a aucun lien familial avec celui qui va la créer de manière générale. Donc ensuite, si tu veux, le choix, il va vraiment dépendre de la situation et de l'objectif, on va dire, de la personne.
Je privilégie plutôt les sociétés civiles pour les holdings et plutôt les SARL de famille pour des gens qui vont faire, ça peut être même un bien de famille qui va être loué, tu sais, en meublé, avec une notion de transmission derrière. D'accord, c'est très intéressant parce que du coup, la question qui suivait, c'était, les holdings. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles un chef d'entreprise devrait envisager de créer une holding pour principalement regrouper entre guillemets ses actifs, et ses investissements? Quels sont les principaux avantages fiscaux d'une société holding et quel type de stratégie, de croissance de patrimoine est sous-jacente à ce type, de création de société? Et dans quel cas, en fait, une holding est une mauvaise idée ou quels sont les effets indésirables à avoir une holding? Je pense aux frais, aux coûts, peut-être à l'inutilité pour certains profils d'investir dans une holding. Ouais. Alors, en fait, la société holding, c'est pareil. C'est comme la société civile. À un moment, c'est un effet de mode. Tout le monde en parle. Tout le monde se dit il faut avoir ça SCI, il faut avoir ça holding. La holding, en fait, bon, déjà, c'est pas une forme juridique. Hein, c'est vraiment un nom qu'on donne à une structure qui va finalement avoir un seul but, c'est de détenir des parts sociales ou des actions d'une autre société. Et en fait, le but vraiment de faire ça, c'est pour moi de faire circuler l'argent, dans le sens où on va avoir une boîte d'exploitation qui tourne. On n'a pas forcément besoin d'appréhender le cash à titre personnel parce que finalement on a son salaire et sa rémunération qui convient bien. En fait, le but, c'est de faire remonter cette rémunération-là dans la holding et de faire des investissements via la holding au travers d'autres sociétés, en envoyant de l'argent, par exemple, soit avec une convention de trésorerie, soit avec un compte courant associé, pour aller faire du développement patrimonial. La seule chose, c'est que ça reste dans un groupe de structures. Donc, si demain il y a une vente et qu'on veut récupérer le cash, il y aura forcément de la fiscalité à payer, donc on retarde un peu l'échéance. Mais par contre, si on a une stratégie claire et bien définie là-dessus, quand on le fait initialement, par des dispositifs qui existent, on va être capable de finalement limiter les frottements fiscaux, voire même de les annuler dans le temps, notamment sur une sortie de dividende, par exemple après une cession ou autre. Donc c'est là où ça a tout son intérêt. C'est-à-dire que j'investis au travers de ma structure en évitant finalement la flat tax, mais à côté de ça, je sais que ce bien-là, par exemple dans lequel j'ai investi, en fonction de comment je l'aurais fait, sera finalement un bien qui sortira de ce groupe de façon mécanique et juridique, sans avoir de frottements fiscaux, droits d'enregistrement ou autres à payer en plus. Donc c'est là où ça peut avoir un réel avantage. Après, il y a plein d'avantages multiples, hein, l'intégration fiscale pour compenser les bénéfices et les déficits quand on a plusieurs sociétés. On peut avoir aussi tout ce qui est des stratégies autour de l'apport-cession, avec le 150 obétaire, avec des réinvestissements sur des activités qui sont éligibles, qu'on mènerait nous-mêmes par exemple. Il y a plein de choses possibles, le régime des titres de participation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles finalement là-dessus. Mais la holding, c'est un vrai levier de développement quand on est un chef d'entreprise. Là où pour moi, il ne faut pas faire une holding, déjà c'est en début d'activité, pour moi ça n'a aucun intérêt. Déjà, il faut palper l'activité, palper le marché, arriver à se développer professionnellement parlant et pourquoi pas atteindre un rythme de maturité. Bon, en tout cas, on sait qu'on va faire que du développement et que la boîte, il y a peu de chances qu'elle coule. Parce que tout simplement, ça devient une usine à gaz et qu'en fait, on a des frais multiples pour finalement une structuration qui ne correspond pas. Ok, donc en gros, de toute façon, les holdings, en gros, c'est que pour les gens qui ont une société déjà de base. Au patrimoine immobilier, tu vois, tu peux avoir un salarié 4 qui a un salaire assez conséquent et finalement qui a déjà plusieurs biens immobiliers. Le fait de le faire via une holding permet finalement de structurer davantage la transmission, de structurer davantage ses investissements, d'améliorer les rentabilités de ses investissements, par exemple, tout un tas de choses possibles. Ok, c'était exactement là-dessus que j'allais venir un peu creuser parce que moi, typiquement, j'ai une société depuis déjà 3 ans qui fait du chiffre d'affaires et du bénéfice. Et pour le coup, ça peut être adapté en fait à moi d'avoir une holding dans quelques années parce que c'est en plus pas vraiment ma priorité. Mais en effet, pour les gens qui m'écoutent, mes auditrices, j'ai beaucoup d'auditrices qui sont salariées et par contre, elles sont intéressées par l'investissement en immobilier. Et du coup, j'étais en train de me dire, oui, bon, la
holding, c'est peut-être pas adapté. Mais en effet, si tu es salarié, que tu as une bonne situation professionnelle, un bon salaire, entre guillemets, et ou que tu comptes continuer à investir, la holding peut être en fait une bonne idée sur laquelle en fait tu peux creuser, parce que en termes d'optimisation fiscale et de croissance du patrimoine, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Bah, écoute, franchement, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces idées par rapport à la holding, parce qu'on n'en parle pas assez. L'autre élément que je voulais voir avec toi, c'était vraiment la structuration du patrimoine. J'ai fait un épisode de podcast sur cette thématique, d'ailleurs, sur pourquoi c'est important d'apprendre à structurer son patrimoine limite le plus tôt possible pour principalement optimiser, atténuer la fiscalité et faire des choix d'investissement pertinents. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur l'idée de structurer son patrimoine? Comment en fait on peut structurer son patrimoine de manière pertinente? Quels sont en fait les choix simples que l'on peut faire même quand on est au début de la constitution d'un patrimoine et quand on est dans un niveau entre guillemets intermédiaire? Quels sont les éléments à ne pas oublier quand on veut structurer son patrimoine pour les salariés cadres et pour les entrepreneurs qui font déjà du chiffre d'affaires? En fait, bon, la structuration, moi, c'est un sujet sur lequel je suis hyper sensible. J'en parle énormément sur LinkedIn. En fait, si tu veux, pour moi, il faut le faire dès qu'on peut le faire. Là où il faut avoir des marqueurs et des curseurs, en fait, déjà, la structuration, ça te permet de trouver un bon équilibre. Donc, déjà, dans tes actifs, il faut que, donc, par exemple, financier, comme c'est par là où tu démarres en général, il faut que tu aies ton épargne de précaution, ça c'est OK. Il faut que tu aies une épargne qui va être peut-être un peu moins liquide et qui aura un investissement un peu plus long terme. Et il faut que tu aies aussi une épargne qui sera plus long terme et qui soit du coup encore moins liquide que ce que ça l'est. Là-dessus, ça me paraît important. Il faut trouver les classes d'actifs qui vont bien. Du financier, de l'action, de l'oblig, du structuré, du private equity, tu peux avoir de la SCPI, des membrés par exemple, tu peux avoir de l'immobilier en direct. Voilà. Il faut que tu aies un jeu d'équilibre là-dessus. Après, le fait de structurer son patrimoine, ça permet quoi? Ça permet déjà de maîtriser sa fiscalité. Pour quelqu'un qui est salarié, par exemple, sur lequel la fiscalité, on ne peut pas trop la travailler, hormis par des investissements défiscalisants, il ne faut pas venir alourdir sa fiscalité en faisant de l'investissement. Donc déjà là-dessus, ça peut être une forme de structuration. La structuration, ça peut être aussi choisir le bon format fiscal qu'on va avoir, le bon régime fiscal finalement sur l'allocation d'un bien, sur comment on intègre un bien dans une structure, IRIS, ça peut être toutes ces choses-là. Et après, la structuration te permet du coup, vu que tu fais faire des économies sur certains pans, d'avoir une meilleure rentabilité sur ton patrimoine de manière générale, mais aussi ça te permet mécaniquement de pouvoir plus te développer. Typiquement, tu fais tout, on va dire, un peu en mode YOLO, sans te structurer, en partant du principe, je fais tout en propre, machin. Mais peut-être qu'en te structurant davantage, au lieu d'acheter peut-être 2 ou 3 biens, tu seras capable d'en acheter 4 ou 5. Donc finalement, tu as un gain qui est assez notable là-dessus. Et en création de patrimoine, tu crées beaucoup plus de patrimoine en te structurant. Non, mais je suis assez d'accord et merci d'ailleurs pour ton avis et ton analyse. On est assez alignés sur le sujet. Par exemple, à titre personnel, j'ai pensé et commencé à réfléchir à la structuration du patrimoine assez tard. J'ai quelques biens immobiliers en nom propre, mais avec le recul là, sachant que j'ai une société, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment possibilité d'optimiser, ne serait-ce que la fiscalité, tu vois, parce que la fiscalité, c'est quelque chose, on pense beaucoup à augmenter son patrimoine, augmenter ses revenus, parce qu'on pense que en faisant ces actions, on va améliorer son niveau de vie et avoir une plus belle qualité de vie. Mais en fait, si c'est pas bien fait, si c'est pas bien réfléchi, en fait, on augmente juste sa fiscalité, on n'améliore pas du tout son niveau ni sa qualité de vie. Et c'est assez dommage parce que ça prend pas mal d'énergie. Et du coup, c'est pour ça que faire un petit onglet structuration du patrimoine dans cet épisode de podcast avec toi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ensuite, il y a l'un des derniers éléments sur lesquels je voulais voir avec toi comment aborder cet angle en tant que investisseur, parce que moi je parle beaucoup à une communauté de gens qui veulent apprendre à investir, pas que gérer leur budget.
On parle beaucoup des avantages du levier de l'endettement, pour pouvoir, par exemple, investir en immobilier. Est-ce que tu as d'autres outils comme ça? Est-ce que tu as, d'autres tips ou, astuces pour pouvoir, aider les, entrepreneurs et les salariés qui ont un bon travail et un «bon salaire» entre guillemets, pour qu'ils puissent investir, utiliser des leviers pour pouvoir aller plus vite, en plus de la structuration du patrimoine ou pas? En fait, déjà, moi, je dirais que la structuration, c'est vraiment la base de la base. C'est-à-dire que c'est là où tu vas détecter des endroits où tu vas pouvoir aller faire des économies, payer moins de choses, augmenter ta rentabilité. Donc, partant de ce principe, tu as ton revenu de base qui te permet de faire ce que tu peux faire. Si finalement tu as plus de revenus à la fin, c'est-à-dire que tu peux plus te développer. Donc en fait, j'aurais pas forcément de tips particuliers, si ce n'est de se dire, il faut absolument se poser en fait sur sa situation dès qu'on peut le faire, de manière à aller chercher ces optimisations pour aller chercher finalement plus de développement si c'est un objectif qu'on souhaite finalement dans sa vie. Et je pense que vraiment, c'est pas que ça se cantonne qu'à ça, mais c'est que c'est de là que tout part pour moi. La dernière question, ce serait plus, quel est le profil des gens que tu accompagnes? Comment est-ce que tu les accompagnes? Et quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner, pour la route comme ça? Alors déjà, comment on les accompagne? Nous, on fait systématiquement un audit patrimonial qu'on fait nous-mêmes, on va dire à la main. On n'a pas de logiciel qui le fait. Où en fait, l'idée, c'est vraiment d'analyser la situation globale de la personne, famille, actifs financiers, bancaires, immobilier, tout ce qui va toucher au passif, tout ce qui va toucher au monde des sociétés quand on est un chef d'entreprise. Donc, tu vois, trésor, statut social, rédaction des statuts, forme juridique, etc., etc. Tout ce qui va toucher à la partie fiscale, les flux financiers au niveau des revenus, que ce soit des revenus pro ou des revenus du patrimoine, et tout ce qui va toucher à la transmission. Ça, moi, ça me permet de comprendre finalement comment fonctionne la personne, trouver des points de vigilance par rapport à la situation aussi d'une personne. Et après, l'idée, c'est de combiner ça avec les objectifs de la personne pour trouver la bonne stratégie patrimoniale et le bon point d'équilibre entre objectifs, faisabilité et sensibilité. Et donc, le but, là, c'est de trouver une feuille de route, moi j'aime bien l'imager comme ça, qui permet de justement avoir les réponses à ces questions. Et après, on refait une analyse où finalement, on fait un peu une situation avant-après. On part du principe que tout est en place pour tout simplement montrer les bienfaits de la stratégie et bien montrer les avantages de la mettre en place. Et une fois que finalement, on a fait tout ça, on accompagne la personne à mettre en place, on fait un suivi dans le temps assez régulier, et puis on est ouvert dès qu'il y a des questions ou des projets. Et en typologie de clients, on a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et on va dire qu'on a aussi des salariés cadres qui ont des situations assez confortables. Mais de manière générale, nous, on travaille finalement avec des clients qui sont engagés, qui acceptent aussi de payer de l'honoraire, parce que c'est pas forcément hyper démocratisé en France. Donc, qui acceptent de payer de l'honoraire et de se faire accompagner, peu importe là où ils en sont. J'ai une question d'ailleurs sur cette histoire d'honoraires parce que c'est intéressant. Ça veut dire que ton cabinet de gestion de patrimoine, vous êtes rémunéré parce qu'il y a beaucoup de gestionnaires de patrimoine, ils, ne font pas payer les honoraires, mais par contre, ils se rémunèrent en prélevant un pourcentage sur les investissements, qu'ils conseillent à leurs clients. Tu es en train de m'expliquer que toi, c'est pas comme ça que tu fonctionnes? En fait, moi, j'ai deux pans. Tu vois, je fais la stratégie qui est pour moi de l'honoraire, l'audit, tout ça. Si demain le client, par exemple, veut mettre en place un contrat financier avec moi, on le fait, on le suit, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, on va se faire rétrocéder, comme la plupart des cabinets, sur des frais de gestion finalement par rapport au contrat. Mais ça fait objet d'une autre lettre de mission. Moi, l'audit, vraiment, l'idée, c'est qu'on ait une stratégie, une feuille de route bien comprise. Après que le client veuille mettre des contrats financiers en place avec moi, avec son banquier ou avec un autre gestionnaire, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que le client ait compris pourquoi c'était intéressant telle ou telle enveloppe, telle ou telle stratégie. OK, d'accord. OK, OK, c'est parfaitement clair. Franchement, c'est très, très clair et du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver et travailler avec toi? Alors, pour me retrouver, c'est assez simple. Si on est sur LinkedIn, je suis quand même pas mal présent dessus. Donc là-dessus, il y a mes coordonnées, mon profil, le nom du cabinet, mes expériences, mes diplômes, il y a vraiment tout. Et même, il y a des retours clients qu'on a. Et il y a là-dessus mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc, faut pas hésiter à m'appeler. On peut m'écrire aussi sur LinkedIn, me faire un mail, me faire un coup de fil, un texto, il n'y a pas de souci.
Dès lors qu'il y a, on va dire, un sujet de structuration, de gestion de patrimoine, moi, je reste ouvert à ça, quoi. OK. Ben, écoute, je te remercie Nicolas pour, cet entretien, cet échange. Je te Merci à remercie, toi. d'avoir partagé avec, moi et ma communauté, tes tips, tes astuces et tes conseils. Je vais mettre, les liens dans la barre de Ouais. description pour pouvoir te contacter et à bientôt. Allez, ça marche. Merci à toi et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu et que tu as appris énormément de choses. Nicolas est donc un expert en gestion de patrimoine et tu peux le contacter. J'ai mis tous les liens dans la bio. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes pour les aider à épargner, investir et gérer leur budget. Si tu veux améliorer tes connaissances, j'ai écrit un guide qui est gratuit dans lequel tu vas connaître les bases pour travailler la relation que tu as avec l'argent, épargner correctement et investir, du moins découvrir les bases de l'investissement pour pouvoir avoir un patrimoine solide, stable et en croissance. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à t'abonner sur ma chaîne YouTube si tu me regardes en vidéo. Je te laisse là ma money girl préférée, je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain. Bye bye!